Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous pour cette table ronde. Qui sont ces médias qui parlent aux jeunes? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble pendant 1 heure avec Paul Douard, qui est rédacteur en chef du Snapchat Discover de Vice, avec Edmond Espanel, qui est directeur général du média Brief Me, et avec Rémi Buzine, qui est journaliste chargé des lives pour Brut. Alors d'abord, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter et de présenter un petit peu vos médias respectifs. Merci. Donc moi je m'appelle Rémi Buzine, 26 ans, très heureux d'être ici parce qu'originaire de la région. Journaliste à Brut donc depuis son lancement, donc Brut qui est un média 100% digital, 100% sur les réseaux sociaux, qui va fêter dans les tout prochains jours ses 1 an d'existence. On existe depuis le 16 novembre 2016, donc bientôt notre première bougie. Voilà, donc Brut qui s'est développé désormais depuis quelques mois avec de nouvelles thématiques, avec notamment la filière américaine et Brut Inde, qui sont sur le même principe que Brut France avec des thématiques locales. Et sur le plan français, Brut Sport et Brut Nature qui sont arrivés également vers la même période, un petit peu avant l'été. Donc voilà, pour un média donc, qui traite sur Brut France des sujets d'actualité très généralistes, politique, société, et puis les autres thématiques où le nom parle de lui-même. Bonjour, du coup Paul Douard, donc moi ça fait 3 ans que je suis journaliste pour Vice du coup. Et récemment depuis cet été, je suis devenu rédacteur en chef du coup du Discover de Vice, puisque Vice fait maintenant partie des, si je ne me trompe pas, 11 médias qui sont sur Snapchat. Rapidement, Vice, ça existe depuis 10 ans en France, donc c'est canadien et américain à la base, depuis environ une vingtaine d'années. Aujourd'hui, donc on a un site internet qui regroupe évidemment plusieurs chaînes suivant les thématiques, la food, la science, voilà, on en a 5-6. On a aussi une chaîne de télé depuis 1 an, Viceland, qui est disponible un peu partout. On a aussi un magazine papier qui est distribué gratuitement un peu partout en France, pas seulement à Paris. Voilà, globalement, sur Vice. Merci. Bonjour, Edmond Espanel, donc je suis le directeur général de Brief Me. Moi, je suis plutôt un entrepreneur dans les médias plutôt qu'un journaliste. Et là, Brief Me, c'est un projet que nous menons avec Laurent Mauriac, mon associé, qui est le journaliste de notre père. Brief Me, c'est quoi? C'est un service d'information par email du lundi au vendredi à 18h30 et le samedi à 9h du matin qui permet d'avoir l'essentiel de l'actualité résumé, expliqué, mis en perspective, sans publicité, par un format très high-tech, l'email qui a 40 ans, qui permet d'être nativement mobile, lisible sur une tablette et sur un ordinateur, et où notre logique, c'est de permettre à chacun de pouvoir avoir une information de qualité, fiable, précise, qui fasse l'économie de l'infobésité sur laquelle on peut retrouver une abondance de contenu sur les réseaux sociaux ou disponibles à l'ère digitale dans des écosystèmes pour un certain nombre d'entre eux qui visent à capter au maximum l'attention pour qu'on y passe le plus de temps pour être exposé au maximum de messages publicitaires, alors que l'expérience de Brief Me, ça se lit en quelques minutes par jour, et l'objectif c'est clairement qu'on redonne de la satiété, c'est-à-dire qu'en quelques minutes de lecture, on a l'expérience d'un journal, un début, une fin, un travail journalistique hiérarchisé, vérifié, sourcé, qui permet de se dire j'ai l'essentiel de l'actu, je ferme ma boîte mail, je vais aller faire du sport, travailler, m'occuper de mes enfants, et donc redonner du pouvoir, redonner du temps à ceux qui consomment des informations, et on parlera après peut-être plus spécifiquement pourquoi un certain nombre de jeunes se retrouvent bien dans ce service. Mais alors, cette notion de satiété, en fait, l'idée, c'est de faire de l'actu pour les gens qui ne s'intéressent pas vraiment à l'actu? Alors, on a, nous, dans les études qu'on mène auprès de nos lecteurs, différentes cibles. Donc, on va effectivement être pour certains un premier point d'entrée à l'actualité et pour d'autres une façon de sortir de cette infobésité, c'est de se réconcilier avec l'actualité. Grosso modo, c'est quoi l'angoisse quand vous êtes en train de vous balader sur Twitter et sur Facebook? C'est que c'est un flux infini. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On est vraiment dans une logique où on peut consommer ci, et puis on va un peu plus loin, et puis on consomme ça, et puis à la fin, on s'aperçoit qu'on y a passé 1 heure ou 1 heure et demie, et est-ce qu'on est vraiment bien informé? On peut faire le même exercice avec certaines chaînes d'information en continu, où l'information la plus récente va chasser la plus importante. On peut passer un certain nombre de temps devant, et à la fin, pas forcément avoir une bonne vision du contexte. Donc pour nous, la satiété, c'est une réponse
à la façon dont certains modes de fonctionnement fait qu'à un moment, c'est plutôt pour nous prendre du temps en tant que lecteur, consommateur, plutôt que pour nous donner de l'information. Donc nous, on n'a pas construit un média, on a construit un service. C'est vraiment quelque chose de différent dans l'approche. C'est une approche très start-up de dire, voilà, il y a un problème, il y a l'infobésité, il y a la façon dont fonctionne l'économie des médias aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut amener qui rende la vie des gens plus simple, plus agréable, plus facile, en étant mieux informés pour participer à la société dans laquelle on vit. Alors, on va rester un petit peu avec vous, Edmond Espanel, si vous voulez bien. Une enquête que vous avez réalisée sur votre lectorat révélait il y a quelque temps que vous avez 60% de jeunes. Est-ce que BriefMe est un média qui s'adresse avant tout aux jeunes? Alors non, on n'a pas construit BriefMe pour qu'il s'adresse aux jeunes. En revanche, on s'est aperçu que 60% de nos abonnés, donc, alors nous, on ne va pas compter les likes et les vues, on va compter les personnes qui sortent leur carte bancaire. Alors c'est un niveau d'engagement un peu différent, mais on considère qu'il a pas mal de valeur. Donc on a aujourd'hui 6000 abonnés. BriefMe, c'est un média jeune, on était à 1000 abonnés l'année dernière, on vise un peu plus de 10 000 l'année prochaine. Et dans ces 6000 abonnés à date, on a 60% de moins de 30 ans. On n'a pas conçu un média jeune, on a conçu une sorte de quotidien par email qui s'adresse de 17 à 77 ans ou 97 ans. Il n'y a pas de limite. En revanche, très clairement, on voit qu'on amène deux fonctions chez les moins de 30 ans. Une première fonction, plus spécifiquement sur les étudiants et les lycéens, c'est un support pour la réussite de leurs études. Parce que pour un certain nombre d'entre eux, c'est important d'avoir une information fiable de qualité. Alors, c'est le cas pour ceux qui rentrent dans des écoles de journalisme, préparent des concours où ils sont, mais on a fort heureusement bien au-delà de cette cible-là. Et puis, on a une deuxième fonction, et ce qu'ils nous disent, c'est de se sentir réconcilié avec l'actualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans BriefMe, il n'y a pas de parti pris. C'est quelque chose qui est extrêmement valorisé, cette approche de neutralité, en disant on traite les faits. À la table ronde précédente, il y avait un questionnement autour du journalisme de fait et du journalisme de commentaires. Nous, on est vraiment dans le journalisme de fait. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé. La concision, la simplicité de l'écriture, la pédagogie, et on prend chacun par la main pour aller dans l'information. Donc on n'est pas parti, et je pense qu'il y aura des témoignages vachement intéressants sur d'autres façons de rentrer sur cette cible-là. On n'est pas parti en se disant on va viser les jeunes, on est parti en se disant on répond à un problème, et on s'aperçoit que les jeunes, ils sont confrontés à ce problème d'infobésité, et ils ont besoin d'avoir des espaces dans lesquels ils peuvent respirer et retrouver du sens. Merci. Alors, je me tourne à présent vers vous, Paul Douard, Rémi Buzine. Pour vous, c'est peut-être un petit peu plus évident pour le cas de Brut ou du Discover de Vice. Ce sont des médias qui s'adressent aux jeunes, je pense, avant tout. Vous me dites si je me trompe, bien sûr. Mais déjà, je voulais qu'on voit ensemble, qu'est-ce que c'est pour vous être jeune? Qui sont les jeunes dont nous parlons, Paul Douard, par exemple? C'est intéressant parce qu'en fait, la catégorie des jeunes, on a souvent fait un peu des catégories par âge. On estimait que voilà, au-dessus de 25 ans, on était plus jeune parce que telle raison. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens de parler d'âge quand on parle de quelqu'un de jeune. Ça va être une question de contexte. Nous, Vice, évidemment, notre cible, on va dire très largement que ça peut être des gens jeunes, mais en fait, c'est des gens, ça va être, par rapport à un contexte, ça va être des gens qui s'intéressent, je ne sais pas, à toutes les thématiques que nous, on peut aborder. Je pense par exemple au fait que aujourd'hui les jeunes restent plus longtemps chez leurs parents, ont du mal à trouver un boulot, et ce qui fait que ces jeunes-là en fait sont plus âgés que des jeunes de la génération de nos parents, ce genre de choses. Donc parler de jeunes, je pense qu'il faut plutôt parler en termes de presque de contexte économique, de ce qui les intéresse, plus que d'âge réel. Nous sur Vice, évidemment, c'est des jeunes, mais on a aussi des gens qui ont plus de 30, 40 ans qui viennent nous lire, parce que finalement les sujets qu'on traite touche de plus en plus de personnes. Quand on parle de chômage, ça touche des gens qui ont 18 ans, ça touche des gens qui ont 55, et finalement tout le monde se retrouve là-dessus. Mais les autres médias parlent également de chômage. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre la façon dont Vice en parle et la façon dont Le Monde, Le Figaro, des médias plus traditionnels abordent ces questions-là? Justement, vous parliez de parti pris juste avant. Effectivement, nous, à l'inverse, on fait le choix de prendre parti parfois, de donner notre point de vue en tant que journaliste.
Ça fait partie de ce qu'on nous demande et de ce qu'on demande aux gens qui travaillent chez Vice. Ça ne veut pas dire que son propre article doit devenir un article de blog personnel, mais que parfois, sur certains thèmes, je prends l'exemple de chômage ou quoi que ce soit, on peut donner notre avis. Voilà. Il faut que ce soit explicitement dit que c'est l'avis du journaliste. Évidemment, il doit y avoir un travail derrière, de la recherche. Ça ne doit pas être juste cracher son avis comme ça, comme un tweet ou quoi que ce soit, ça n'aurait pas d'intérêt. Mais on pense que c'est aussi ce qui va intéresser justement des gens peut-être pas peu ou mal habitués aux médias classiques, qui n'aiment pas trop ça, justement parce qu'il y a une forme de déconnexion entre le média et la réalité qu'on peut leur reprocher, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et le fait de parfois donner son avis sur un sujet, peut-être que le lecteur va se sentir un peu plus proche du journaliste qui peut-être a vécu la même chose aussi dans son expérience personnelle, et donc ce ne sera pas qu'un travail de recherche et d'enquête. Donc par exemple, vous ne vous interdisez pas de vous exprimer à la première personne du singulier dans vos articles? Non, au contraire, on le fait. Alors on le fait pas tout le temps. Évidemment, ça se prête pas à tous des sujets. Il y a des sujets où voilà, il faut faire une synthèse, il faut en discuter. Il n'y a pas besoin de donner notre avis. Mais il y en a d'autres. Oui, moi je l'ai fait plusieurs fois dans plusieurs articles. Quel genre d'article, par exemple? Justement, j'ai beaucoup écrit sur le monde du travail, justement. Où voilà, je faisais un travail de journaliste où j'avais des intervenants, je discutais avec d'autres journalistes, des gens qui ont fait des études sur le monde du travail, sur certains domaines en particulier. Mais je donnais aussi mon avis puisque je baignais dedans, et en fait, pour moi, ça m'aurait même paru absurde de ne pas donner mon avis, sachant que je parlais de quelque chose dans lequel je baignais tous les jours. Forcément, j'avais un avis sur la question et j'aurais trouvé ça dommage de ne pas l'expliciter, sans après que ce soit forcément le point central de l'article. Donc pour vous, la différence, c'est que par rapport aux médias traditionnels où le journaliste n'est pas légitime à donner son avis, dans de nouveaux médias comme Vice, le journaliste est devenu légitime, son opinion compte? Après, sa légitimité, ça va être au lecteur de la dire, en fait. C'est lui qui va accepter ou non cette chose-là. Mais nous, par le principe qu'il faut le faire. Il faut le faire sur certains sujets, il faut dire ce qu'on en pense. Ça ne veut pas dire qu'on dit aux gens ce qu'ils doivent penser. C'est vraiment deux choses différentes. C'est juste leur expliquer il y a tel phénomène de société. Et bien voilà ce que j'en pense moi, par exemple, ce que j'en pense après avoir fait telle recherche, après avoir parlé avec telle personne. Voilà, c'est intéressant d'avoir un avis, et ça provoque aussi parfois plus de débats qui sont très intéressants. Le fait d'avoir un avis parfois, évidemment, et de le dire surtout dans l'article, ça peut susciter des réactions très fortes. Donc voilà, surtout sur Internet évidemment, mais ça a aussi un côté très agréable de voir que dès qu'on donne son avis, de manière construite avec un travail de journaliste évidemment, ça peut créer du mouvement, et ça c'est intéressant aujourd'hui, je trouve. Et c'est ce qui, je pense, intéresse des jeunes justement aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que Edmond Espanel, c'est exactement le contraire de la conception de Brief Me, où j'imagine qu'il n'y a pas de débat d'opinion après, où on est vraiment dans les faits. C'est complètement... c'est une vision complètement opposée? Alors, il y a un tout petit peu d'opinion dans Brief Me qui est identifié, c'est leur avis, c'est une opinion qu'on va chercher, mais c'est pas l'opinion de la rédaction. La rédaction, on a une ligne éditoriale, mais cette ligne éditoriale, elle est d'abord une ligne éditoriale sur le sans parti pris politique. Quand même, quand on regarde les sondages annuels sur la crédibilité des médias, quand on va rencontrer les lecteurs, quand on va rencontrer les citoyens, il y a quand même une défiance forte et profonde à l'égard des médias en général, parce qu'ils n'ont pas toujours la complexité de différencier les supports, les médias, mais globalement il y a cette défiance-là. Et dans cette défiance-là, il y a le fait que certains médias amènent une grille de lecture idéologique dans la présentation des faits et mélangent le fait et le commentaire. Or, nous, très clairement, on n'a pas pris ce parti pris parce qu'on a senti qu'il y avait, à la fois c'est notre envie de le faire en tant qu'individu, en tant que personne qui défend ce média-là, c'est de proposer un journalisme plus factuel. Ça veut dire quoi, un journalisme plus factuel? Ça veut dire que on ne donne pas notre avis, il n'y a pas de parti pris politique, il n'y a pas de conditionnel dans Brief Me, donc il n'y a pas de sondage. Ça veut dire très simplement qu'on n'est pas là pour commenter ce qui se passe, on est là pour relater ce qui s'est passé. Donc on n'est pas non plus dans un journalisme d'annonce en disant voilà ce qui va se passer demain à l'Assemblée nationale, on va plutôt traiter,
on va mettre en perspective, expliquer en 3 questions, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui sur tel événement, et on va essayer de le mettre en contexte. Donc vraiment d'être dans une approche où l'information devient un outil pour que chacun puisse mieux se repérer dans la société, dans le monde dans lequel il vit. Et donc on pense que ce meilleur repérage, il passe pas par plus de subjectivité, mais il passe par un travail rigoureux de journalisme, on va dire très factuel sur on hiérarchise, on vérifie, on sélectionne, on met en forme et on laisse à chacun le soin de se faire son opinion. Des médias d'opinion, il y en a pléthore. Ceux qui veulent donner leur opinion, des espaces aujourd'hui disponibles en ligne, ils sont très nombreux. On pense que voilà, notre rôle n'est pas celui-là, et il y a plein de gens qui donnent très bien leur opinion tous les jours sur toutes les chaînes et dans les radios, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors juste une petite chose, quand vous parlez de ces médias donc, qui mélangent faits et commentaires, vous pensez à qui ? Ça, je pense que chacun peut se faire sa propre opinion en allumant sa télé, en ouvrant sa radio et en allant sur Internet. Ça marche. Alors, Rémi Buzine, je vais vous poser la même question de départ qu'à Paul Douard. Qu'est-ce que pour vous, être jeune, est-ce que pour vous, ça repose également sur des critères qui peuvent être économiques plus que d'âge pur ? Nous, c'est la question du support. C'est de se dire qu'on sait que la télévision est regardée par un public qui est plutôt âgé. On sait par exemple que les journaux télévisés, la moyenne d'âge, c'est entre 50 et 60 ans. Je crois que c'est 50 ans pour France 2 et 60 ans pour TF1. Nous, en étant sur les réseaux sociaux, on a obligatoirement un public qui est plus jeune, issu de la nouvelle génération. Donc c'est sûr que nous, on n'a pas de site internet, on est exclusivement sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que de base, on touche un public qui est beaucoup plus jeune, avec aussi une idée, justement, dans l'écriture, d'être adapté justement à ce public jeune et aussi à la consommation des réseaux sociaux, donc quelque chose qui va être assez impactant dans les transitions, etc., pour garder l'intention du public, parce qu'on sait que chez les plus jeunes, il y a cette idée parfois que il faut qu'il y ait un certain rythme, une certaine cadence, parce que sinon vous avez tendance très vite à passer à autre chose sur votre fil d'actualité, sachant que la différence, encore une fois, entre la télé et les réseaux sociaux, c'est qu'on zappe plus vite d'une publication à une autre que d'une chaîne à une autre. Alors, qu'est-ce que c'est justement cette nouvelle génération dont on parle très régulièrement ? Comment est-ce que vous la définissez ? Par un critère d'âge, par un critère d'usage seulement des réseaux sociaux, par un critère... Alors déjà, je pense que c'est pas une génération qui se désintéresse de l'information, bien au contraire. Ensuite, c'est l'entrée. C'est sûr que le fait de parler sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui permet de toucher un public jeune. Nous, on a une cible sur Brut qui est située entre 15 et 35 ans. Après, je veux dire, on a aussi un public qui est aussi plus âgé, qui nous regarde, on le voit aussi au niveau des statistiques, mais l'idée, c'est entre 15 et 35 ans. Mais voilà, encore une fois, c'est un public qui n'est pas forcément désintéressé de l'actualité, mais qui ne se retrouve pas forcément dans les médias traditionnels, qui n'a pas forcément vocation à allumer sa télé pour regarder une chaîne d'infos en continu, un journal de 20 heures ou même un journal. Nous, avec cette porte d'entrée sur les réseaux sociaux, en quelque sorte, on s'invite dans le fil d'actualité des gens, là où ils retrouvent les publications de leurs amis, de pages Facebook qu'ils apprécient sur des thèmes très divers et variés. Donc c'est aussi ça, cette idée. Mais vraiment, cette notion de se dire... Quand on dit voilà, les jeunes ne s'intéressent pas à l'actualité, moi je considère que c'est quelque chose de faux. Je pense qu'on le prouve bien avec ce que fait Brut depuis 1 an et les retours qu'on peut avoir, c'est que les jeunes ont besoin d'avoir un retour sur l'actualité, mais avec peut-être des portes d'entrée différentes pour justement la consommer. D'accord. Et alors Brut est un média qui a été créé spécialement pour toucher ce public-là ? Exactement. Alors à l'origine, donc c'est un projet qui est du printemps 2016, donc avec Renaud Levanquim, Guillaume Lacroix et Laurent Lucas. Donc à la base plutôt des personnes qui ont l'expérience de la télé. Donc Renaud Levanquim qui est plutôt des anciens de Canal+. Notamment Renaud Levanquim qui a produit quasiment toutes les émissions de Canal+ pendant plus de 15 ans. Guillaume Lacroix qui a été rédacteur en chef sur TF1 pendant une dizaine d'années. Notamment aussi au service des sports et à 50 Minutes Inside, et Laurent Lucas qui lui arrivait avec cette expérience d'une émission assez jeune en étant rédacteur en chef adjoint du petit journal du temps de Yann Barthès sur Canal+. Donc c'était un peu une association de 3 personnes issues du milieu de la télé qui viennent sur le digital. Donc
qui touchait pas forcément un public jeune, hormis peut-être Laurent Lucas avec le petit journal. Et donc ce projet, donc les équipes ont été constituées en août 2016, on était une dizaine de personnes, et le média s'est lancé au mois de novembre, avec cette idée justement de se dire, il y a une année de présidentielle qui nous concerne tous, qu'on ait 60 ans ou 18 ans, et encore plus quand on va voter pour la première fois, on a peut-être justement besoin d'avoir un ou plusieurs médias qui peuvent justement nous donner cette information. Donc on a plusieurs formats. On a le format de la vidéo extrêmement courte, sous-titrée. Sous-titrée, pourquoi? Parce qu'on le remarque sur les réseaux sociaux que beaucoup de personnes regardent les vidéos sans le son. C'est un critère de consommation important. Des fois, vous regardez en pause, etc. Et vous ne pouvez pas forcément mettre le son à ce moment-là. Et on a aussi une autre porte d'entrée sur l'actualité qui est le live, qui est la partie que moi je couvre, où l'idée c'est justement d'aller couvrir des actualités très diverses et variées. Ça va de l'interview politique en face à face, en Facebook Live, où on prend en compte l'interaction. Donc c'est ça aussi le point important, c'est de prendre en compte l'interaction parce qu'on est sur les réseaux sociaux. C'est de couvrir les mouvements sociaux. On a couvert les manifestations contre les ordonnances du Code du travail. On a couvert l'intégralité de la campagne présidentielle dans ces mouvements positifs pour des candidats et aussi contre des candidats. Et une partie au-delà qui est aussi une porte d'entrée d'actualité sur entre guillemets, le breaking news, qui est très importante pour nous parce qu'en quelque sorte on est sur les réseaux sociaux, là où il y a beaucoup de fake news qui sont véhiculés notamment sur Twitter, sur Facebook, surtout sur Twitter. Et nous, en étant justement sur ces supports-là, et en étant présents sur le terrain quand ces événements arrivent, on a cette faculté de pouvoir détruire ces fausses informations. Parce que parfois, ce que l'on remarque vis-à-vis du jeune public, et qui parfois peut même dépasser le jeune public, c'est qu'il y a un manque d'éducation parfois sur qu'est-ce qu'est une bonne et une fausse information. Parfois, on voit des tweets qui sont de parfaits inconnus de personnes qui ont 12 followers, qui sont retweetés 1500 fois, où on sait que on voit très vite que l'information n'est pas forcément bien vérifiée, mais voilà, il y a parfois un manque sur le plan de l'éducation à comment justement traiter les informations entre le vrai et le faux. Et on a aussi cette vocation-là sur Brut, c'est avec le travail journalistique des équipes et en étant présent sur le terrain, de pouvoir détruire ces fausses informations vis-à-vis de ceux qui nous suivent et nous font confiance dans la couverture des événements. Alors je trouve que c'est une idée très intéressante, mais par contre, est-ce que vous ne prenez pas le risque de manquer de recul sur ces événements? Parce qu'on est vraiment dans le live, il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut intervenir ou est-ce qu'on montre vraiment tout et c'est au consommateur de faire ses choix? Non, justement, alors, on va prendre le breaking news. Malheureusement, sur ces dernières années, ça a souvent été des situations de terrorisme. Est-ce que la meilleure information, c'est d'aller là où il y a des victimes, c'est de montrer des corps, de montrer des choses impossible à voir? Enfin, je ne pense pas que ce soit vraiment la bonne idée. L'idée, c'est plutôt de prendre un peu de recul déjà en distance, de montrer plutôt un panorama de ce qui se passe et de donner les informations sur des faits, justement pour éviter les fausses informations, des faits vérifiés et donnés par les autorités. C'est-à-dire que nous, nos sources sur ce genre de moment-là, c'est ce qui est factuel, c'est ce qu'on voit face à nous, mais c'est aussi justement le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police qui, dans ces situations-là, malheureusement, comme elles se sont répétées de plus en plus, communiquent énormément. Donc on a vraiment cette notion de prendre la bonne distance déjà géographique entre les événements et aussi de se fier à des sources qui sont fiables pour justement éviter de relayer des informations qui ne seraient pas vérifiées. Et après justement, parce qu'on pose souvent cette question, est-ce que vous avez vocation via le live à vouloir remplacer les médias traditionnels? Bien non, au contraire. C'est-à-dire que nous, on est une porte d'entrée sur le live qui complète ce qui existe déjà. C'est-à-dire on a les chaînes d'information en continu qui existent, vous avez la presse papier, vous avez le documentaire qui va parfois revenir quelques mois après sur des événements. On a pu le voir hier avec les 2 ans du 13 novembre, des documentaires qui permettent de revenir en profondeur sur ça. Je considère que moi, tout ça, ça se complète. C'est juste que sur l'instant T, ça permet vraiment de répondre à une demande immédiate d'information qui est importante parce qu'on est parfois sur des situations extrêmement graves où on peut justement donner les informations. Même aussi, on a, en tant que journaliste, un rôle très important parce qu'on peut aussi relayer des consignes des autorités via justement la puissance du média et les personnes qui nous suivent. Relayer également des hashtags. Je pense qu'en 2015, ça a permis à certains médias de relayer des hashtags comme porte ouverte, etc., qui ont probablement permis à des personnes de se mettre à l'abri. Donc il y a le journaliste qui a ce rôle d'informer et qui peut aussi parfois être un relais de certaines informations, de certains liens utiles qui peut aussi sauver des vies en quelque sorte. D'accord, merci. Paul Douard, je voulais vous demander du coup, comment est-ce que vous analysez le succès de ces nouveaux médias et de ces nouvelles façons d'informer pour ce qui est du cas de Vice? Alors,
pour Vice, bon, ça va être compliqué de parler de tout parce que vu qu'il y a un site, un magazine, une chaîne de télé, ça fait beaucoup de formats différents. En tout cas, ce qui a toujours marché pour Vice, je pense que c'est un ton propre qu'on a toujours essayé de garder, de cultiver, de vraiment, quand on est sur un article de Vice, on se rend compte tout de suite qu'on est sur Vice. Donc ça, évidemment, ça plaît ou pas du tout. Certains détestent ça. Mais on part de là. Il faut qu'on ait un ton propre. Il faut qu'on reconnaisse le média immédiatement dans son style, dans la prise de parole du journalisme. Parfois, justement, dans cette façon d'utiliser la première personne, de dire je, ou voilà, peu de médias le font. Nous, on le fait de temps en temps, mais que sur certains sujets. Après, pour le cas plus précisément là, de Snapchat sur Discover, où il y a une dizaine de médias dessus, je pense qu'évidemment, l'audience assez jeune et assez énorme qui était présente sur Snapchat a poussé des médias à aller dessus. Et que, évidemment, aujourd'hui, on n'est que 11. Donc, pour faire un parallèle, c'est comme si on était 11 pages de médias sur Facebook, c'est tout. Et qu'on se partageait tout le monde. Donc, évidemment, ça facilite un petit peu le succès. Après, ce qui était vraiment intéressant là-dedans, et si je pense que ça participe au succès, ça va être la manière dont on présente l'information. Aujourd'hui, sur tous les sites, il y a très peu d'hiérarchisation, ou alors elle est un peu factice, un peu sommaire, et on a des informations partout, on a des gros titres, on a des fils live sur les côtés. Aujourd'hui, sur Snapchat, en fait, ça reprend presque un chemin de fer qui a été un peu perdu dans l'actualité, où on est obligé de hiérarchiser, on est obligé de commencer par une information, d'en donner une deuxième, que le tout soit cohérent. Presque à penser comme un hebdomadaire, enfin, tout simplement comme un quotidien en fait, où tous les jours on peut pas juste balancer des trucs sur un WordPress, mettre un titre et espérer que tout le monde clique dessus. Donc là-dessus, je pense que revenir à hiérarchiser l'information est plutôt important, et je pense que ça participe vraiment au succès de ces nouvelles formes de médias en fait. Voilà. Alors, comment vous expliquez que la présence de seuls 11 médias sur Snapchat Seulement 11 ? C'est ça que vous... Ouais. Après, il y a deux logiques derrière. Il y a une logique d'investissement pour le média aussi, puisque aujourd'hui, Snapchat, par exemple, c'est Vice, on est 6. On est 3 journalistes, 3 motion designers qui font aussi de la vidéo. Uniquement pour le Discover ? Ouais. D'accord. Donc j'imagine que pour certains médias, l'investissement peut être un peu rebutant. Il faut pouvoir le rentabiliser aussi, donc il y a une logique économique forcément derrière. Après, il y a aussi une cible, évidemment, la cible Snapchat n'est pas la même cible que ceux qui achètent Le Monde en papier, c'est évident. Aujourd'hui, nous, on est par exemple 50% de notre audience, elle a entre 18 et 25 ans. Les autres 50%, c'est moins de 18 ans ou plus de 25 ans. Donc c'est quand même une audience très jeune. J'imagine que certains médias n'ont pas vocation à toucher cette cible-là, peut-être. C'est pas leur cible, peut-être historique, et je pense notamment à Society qui vient d'arriver justement il y a quelques mois. Je pense que ça peut être délicat pour certains médias qui ont vraiment une audience très ciblée, de peut-être un peu faire un pas de côté sur leur audience pour essayer d'en toucher une autre. Nous, on essaye vraiment de garder le même ton, le même contenu, voilà. Même s'il est propre à Snapchat, on va vraiment essayer de faire en sorte que, comme sur le site ou sur la télé, quand on est sur le Discover de Vice, on se sente sur Vice, quoi. Qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un truc différent vraiment à côté, juste pour un peu faire plaisir à des jeunes, quoi. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelle audience vous avez ? Est-ce que vous avez des moyennes ? J'imagine que vous en avez. Oui. À quel niveau ? Une moyenne de... De vues par jour, par exemple ? Alors je donne une fourchette, mais en gros, par jour, ça fait entre, on va dire, autour d'1 million de visiteurs par jour. Ce qui est assez gros, on va dire ça. On a un peu plus d'1 500 000 abonnés, donc qui tous les jours vont recevoir le Discover directement. Et comme je disais, voilà, l'audience majeure c'est 18-25 ans, donc c'est 50-60% de notre audience. Et après 40%, on va avoir 20% de moins de 18 ans et à peu près 20% de plus de 25 ans. Donc on a quand même 20% de, voilà, à peu près 200 000 personnes, 250 000 personnes qui ont plus de 25 ans, qui viennent quand même lire de l'info sur Snapchat. Donc je pense que le média se démocratise un peu, même si effectivement il est historiquement lié à des personnes jeunes, on va dire.
Mais voilà, aujourd'hui on en est là et l'audience ne fait que grandir. Et je pense qu'une des réussites, ça va être justement que, comme vous disiez tout à l'heure, quand on va sur Facebook aujourd'hui, on se retrouve avec 70 pages de différents médias, de trucs plus ou moins clickbait, donc plein de personnes en fait s'en contrefichent, ou à la fin de la journée, voilà, comme vous disiez, on ne sait pas du tout ce qu'on a appris. Bah, Snapchat en fait a réussi à dire, ok, nous on va prendre 10 médias qui font 10 choses totalement différentes, parce qu'il y a Vice, il y a Le Monde, il y a Vogue, il y a Combini, donc il y a vraiment des gens qui parlent de sujets bien différents et de manière bien différente, mais on s'y retrouve. Voilà. Ça veut dire que sur une application, on a Le Monde, on a Vice, on a des choses comme ça, et on ne s'y perd pas. On ne va pas se retrouver noyé sous une centaine de pages différentes, puisqu'aujourd'hui, même les médias ont plusieurs pages. Je pense que Le Monde, Le Figaro, ils ont des pages juste pour la santé, juste pour. Et si on se met à suivre tout ça, je pense qu'on se retrouve noyé en fait sur Facebook. Pour moi, ça me paraît presque impossible aujourd'hui de suivre de l'info sur Facebook, en utilisant cette manière-là. Sauf si on fait sa propre sélection et qu'on vire les 3/4 des trucs qu'on a peut-être suivis depuis 10 ans. Alors pour Snapchat, est-ce qu'il n'y a pas une limite possible liée à l'effet de mode? Est-ce que dans 5 ans, les jeunes seront toujours sur Snapchat, ou est-ce que ce sera déjà quelque chose qui sera complètement démodé et déserté? Alors là, ça va être le risque, un peu comme tout média qui est arrivé sur les réseaux sociaux. Je pense que la question s'est posée au début avec Facebook. C'est évident, on se dit à quoi ça va nous servir? Est-ce que ce sera là dans 10 ans? Maintenant on y est tous. Après, l'audience grossit énormément. Donc après, au-delà de toute question économique liée à l'entreprise de Snapchat elle-même, où évidemment on ne sait pas où elle sera dans 5 ans, on a une audience qui est là, qui grossit de plus en plus, qui n'est pas si jeune qu'on pourrait le penser, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Snapchat est un truc un peu de 12-13 ans, et nous on se rend compte que c'est pas le cas. On se rend compte aussi que comme tu disais tout à l'heure, les jeunes ne se désintéressent pas du tout de l'information, au contraire. Nous, ils lisent énormément. On a des statistiques de lecture sur un article où les gens restent 2-3 minutes par article, ce qui est énorme, et je pense qu'il y a peu de médias qui peuvent se vanter aujourd'hui d'avoir une audience qui reste 2-3 minutes par article. Donc ça prouve que il y a des jeunes qui s'intéressent à plein de choses. Il faut juste arriver à leur présenter d'une manière qui les intéresse, une manière qui est, on va dire, adaptée à ce qu'ils vivent aujourd'hui et aux outils qu'ils utilisent. J'ai peut-être perdu le fil de la question initiale, mais Vous avez répondu à la question qui était est-ce que Snapchat ce sera pas juste démodé Oui, et dans le pire des cas, si jamais Snapchat venait à disparaître dans quelques années pour X raisons, je pense qu'on aura quand même beaucoup appris, puisque dans tous les cas, comme je disais, on est 6, on est des journalistes, les autres sont des motion designers qui font de la vidéo. Dans tous les cas, on apprend avec ça, c'est innovant, ça nous force à présenter l'information différemment. Donc je pense que quand bien même Snapchat, je sais pas, après une apocalypse quelconque disparaîtrait, je pense qu'on aura quand même gagné beaucoup de choses à travailler avec cet outil-là. Mais je leur dis, vu l'audience et vu les chiffres qu'on a actuellement, il y a peu de chances que ça disparaisse, du moins les prochaines années. 2 ou 3 minutes d'attention, est-ce que ça vous paraît énorme, Edmond Espanel, aujourd'hui? Combien de temps il faut consacrer à la lecture de Brief Me? Comment est-ce que ça se passe? Quelques minutes par jour, 5-6 minutes. C'est l'équivalent de, je sais pas, 6 ou 7 feuillets pour les journalistes qui sont dans la salle, donc ça se lit relativement vite. Il y a différentes rubriques, donc on peut avoir une lecture cursive. Et en ayant fait un travail très fin d'écriture, on arrive à condenser l'essentiel de ce qui fait du sens dans cette quantité-là, dans ce temps-là, dans l'attention que les gens, nos lecteurs, nos abonnés nous consacrent. Après, on a pris un parti radicalement différent, parce qu'on s'est construit sur des lignes radicales, et notamment contre ce que j'appelle moi la plateformisation des médias. Donc on a là 2 super exemples de belles réussites de plateformisation des médias. C'est-à-dire que nous, on n'est pas présent sur les réseaux sociaux. En tout cas, on publie quasiment pas. C'est pas pour nous des plateformes d'audience. On est sur un modèle payant, sans publicité. Et notre objectif, c'est pas de faire que les gens se retrouvent
à consommer des contenus sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, dans un écosystème dont on n'a pas la maîtrise, parce qu'on n'a ni la maîtrise des données personnelles des personnes qui sont dessus, qui sont largement bien vendues, ni la maîtrise du modèle économique, et donc on n'est pas des producteurs de contenu, et puis demain, tiens, on travaillait avec Intel, c'était bien sur la cible sportive, mais on va plutôt travailler avec Intel, et hop, on enlève le contrat et c'est fini. Donc nous, on essaie plutôt de construire une relation forte, durable, de confiance avec des lecteurs. Donc on est un représentant en France de ce qu'on appelle le slow media. Alors le slow media, c'est un peu comme le slow food. C'est qu'il y a le fast food et puis à côté, il y a la bistronomie. Il y a la connaissance des produits locaux, l'artisanat. Donc il y a effectivement beaucoup plus de gens qui mangent chez McDonald's tous les jours que de personnes qui mangent dans ce type d'endroit. Nous, on fait un média alternatif, pas au sens politique du terme, mais on essaie de construire une autre voie et de montrer qu'on peut produire de l'information, la diffuser en respectant les données personnelles, en ne volant pas du temps aux gens et en n'étant pas dépendant des GAFA qui avancent sans aucune responsabilité sociale et sociétale, en ne payant pas la plupart de leurs impôts dans les pays là où ils font leur chiffre d'affaires, et en n'ayant pas de responsabilité sur la qualité des contenus qui sont diffusés et propagés, que ce soit par la publicité ou via les fake news. En tout cas, on voit bien que là, il y a un sujet pour nous qui est un sujet politique. Donc, en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité, nous, sociale, politique, démocratique, de dire, voilà, on a une façon différente d'amener de l'information aux citoyens et à ceux qui se retrouvent dans cette alternative radicale, de dire, d'autres chemins sont possibles et rejoignez le mouvement. Rémi Buzine, est-ce que vous avez également ce problème de temps avec Brut ? Alors justement, c'est la réflexion de construction des sujets. C'est-à-dire qu'on est sur des sujets qui sont assez courts, où on se rend compte que les portes de sortie du sujet sont très nombreuses, comme le fait de quitter soit l'application ou de passer d'une publication à une autre. Donc en moyenne, on arrive quand même à capter une grosse partie de l'audience jusqu'à la fin du sujet, parce que justement la construction est faite en sorte que les éléments retiennent la personne qui regarde jusqu'au bout. Ce qui est très important dans les vidéos sur Facebook, c'est notamment l'attention sur les 3 premières secondes. Les 3 premières secondes d'une vidéo, c'est vraiment l'enjeu vital. Il faut que ce soit impactant et que ça donne envie de lire le reste. Si vous commencez par un simple carton sans un attrait important derrière, ça va être compliqué. Nous, on l'a vu au niveau des courbes. C'est une accroche comme on peut en trouver dans la presse papier ou... Ouais. Exactement. Et cette accroche, elle est adaptée justement au format sur les réseaux sociaux, sur le format vidéo. C'est ces 3 premières secondes où on doit vraiment faire quelque chose d'impactant. Après, au niveau des durées de vue, comme je vous disais, ça va pour la majorité jusqu'au bout. Après, sur les lives, tout va dépendre de l'actualité qu'on va traiter. Si c'est sur une actualité entre guillemets breaking news, mais qui est sur une situation statu quo, on va être sur quelque chose qui est plutôt de l'ordre de 2 à 3 minutes, dans le sens où il y a juste voir ce qui se passe, avoir les informations, et comme c'est une situation qui est figée, en général, les gens partent, ce qui est logique en soi. Ce qui fait qu'on est beaucoup dans la répétition, etc., parce qu'on sait que les gens auxquels on parle à 45 ne sont pas les mêmes auxquels on parlait à 35. Après, sur des interviews politiques, notamment qu'on peut faire, ou les couvertures de manifestations, on va parfois un petit peu plus en profondeur justement sur les sujets. On arrive à avoir une durée d'écoute qui peut parfois monter de 5 jusque 10 minutes pour certaines personnes. Mais c'est vrai que sur les habitudes de consommation, elles sont très différentes sur les réseaux sociaux. Quand c'est la télévision, le soir par exemple, imaginons vous rentrez chez vous, vous voulez regarder X ou Y émission, vous avez prévu ça dans votre emploi du temps. Vous rentrez chez vous, vous aimez la télé, vous regardez. Là, les sujets de Brut ou les lives, ils arrivent à tout moment dans la journée et dans votre fil d'actualité. À la base, vous n'avez pas prévu de nous consacrer du temps. Vous allez sur votre fil d'actualité pour voir tout ce qui s'y passe. Brut, parce que si vous avez aimé la page, c'est que vous voulez voir nos contenus, mais vous venez pas spécifiquement forcément pour ça. Donc il y a aussi cette réflexion, faire des choses qui doivent attirer la personne à regarder la vidéo un peu plus longtemps ou au moins jusqu'au bout. D'accord. Alors Edmond Espanel parlait il y a quelques minutes de dépendance au GAFA. Comment est-ce que Brut voit sa relation avec Facebook ? Alors, moi je prendrais d'un point de vue global aujourd'hui. C'est-à-dire que la question, par exemple, par rapport à Snapchat, de se dire est-ce que dans 5 ans ce sera toujours là ? La réponse, personne ne peut l'avoir. L'idée, c'est de se dire que s'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, c'est de pouvoir les investir rapidement, parce qu'on a vu que ceux qui ont eu l'intelligence d'arriver très rapidement sur ces nouveaux réseaux ont réussi à se faire une place que d'autres ont eu un peu plus de mal
à le faire, alors qu'ils avaient parfois des médias avec une très très forte notoriété. Mais il y a aussi une question de temps. Vous arrivez en premier, obligatoirement, l'audience, elle se constitue par rapport à ça. Nous, on ne veut pas avoir une Facebook dépendance. Je veux dire, on est présent sur Facebook, mais on est aussi présent sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Pas avec la même idée pour l'instant, mais l'idée, c'est justement d'être présent sur tous les réseaux et d'être réactif face aux nouvelles évolutions qui peuvent arriver par la suite, mais sans pouvoir les deviner. Je veux dire, qui aujourd'hui peut dire ce que sera Facebook dans 5 ans? Est-ce que Twitter sera encore là aussi? Enfin, c'est des questions qui sont très difficiles à répondre. Il y a quelques années, on prédisait la mort de Facebook vis-à-vis des plus jeunes. On voyait une audience qui commençait à se détourner vers Twitter et vers Snapchat. On se rend compte que finalement, aujourd'hui, Facebook reste dans une position incontestée et incontestable. Donc, ça montre qu'il y a encore, il y a quand même une certaine stabilité, mais nos contenus sont quand même postés sur plusieurs plateformes. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un nouveau réseau social, vous l'investirez ? Après, il y aura toujours une réflexion, c'est de se dire, est-ce que ce réseau social correspond bien à l'idée d'aller faire de l'actualité? Est-ce que le format correspond bien pour pouvoir poster des vidéos? Mais ça peut être justement une des idées, bien sûr. Paul Douard, est-ce que vous avez le sentiment que pour intéresser les jeunes aujourd'hui, on est obligé de mêler l'info au divertissement? Comme le fait par exemple l'émission Quotidien ou d'autres? Je ne pense pas, non. En fait, alors pour Quotidien, c'est différent parce que c'est de la télé déjà, c'est sur du long format. L'émission dure, je sais plus, peut-être 1h30, quelque chose comme ça. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes bases. Pour ce qui est de nous, pour Vice, vraiment j'en doute. Je pense que c'est une question de sujet, de ton, de manière de s'exprimer. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus que les jeunes lisent, les jeunes s'intéressent à plein de choses. Mais si certains délaissent des médias traditionnels, c'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéos marrantes dessus ou de divertissement. Je pense que c'est juste que c'est des sujets qui les touchent pas. Et que pour beaucoup de médias traditionnels, c'est quelque chose où ils ont du mal à accepter, mais c'est le cas. Et pourtant, nous, je pense par exemple à Motherboard, qui est notre chaîne de sciences, technologie. C'est énormément lu et par des gens qui ont moins de 20 ans et qui s'intéressent à des choses scientifiques qui sont pointues. Simplement, on leur explique à notre manière, parfois, comme je disais, avec notre avis, et ça suffit à les convaincre de lire ce qu'on a envie de leur raconter. Et je pense pas qu'on ait besoin forcément de rajouter du divertissement. Je vois même pas ce que ça apporterait. Je pense que même ça truquerait un peu l'audience d'une façon où on ferait venir une audience qui finalement vient parce qu'il y a du divertissement et un peu par hasard se retrouverait à lire un article, quoi. Voilà. Un peu comme si vous marchiez dans la rue et puis vous voyez, je sais pas, une boulangerie, vous avez faim, vous achetez un truc. Là, je pense que ce serait un peu une audience tronquée et je pense pas que ça apporterait grand-chose à un média de pousser là-dessus. Je pense qu'on peut faire de l'information et intéresser les gens sans forcément avoir besoin de les faire marrer sans cesse. Voilà. C'est une question de format. Et justement, nous, Vice, on développe plusieurs formats pour ça, qui sont pas du divertissement. Peut-être que certains le voient comme ça, mais on a des longs reportages, des reportages de guerre, mais on a aussi des chroniques, des tribunes de certaines personnes qui vont raconter un fait de société ou un truc qui leur est arrivé. Ils vont le raconter de manière très drôle, mais nous, on considère que c'est de l'information, parce que ça va être traité par des journalistes, ça va être lu, ça va être contextualisé, évidemment. Et ça suffit à intéresser les gens. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Mais alors, est-ce qu'on peut les intéresser à tout? Est-ce qu'on peut les intéresser à des sujets qui peuvent paraître ardus, qui peuvent être la fiscalité, qui peuvent être la dette, qui peuvent être la Catalogne, enfin des choses qui sont moins immédiatement accessibles, peut-être, parce que ne les concernant absolument pas? Déjà, de base, je pense qu'il ne faut pas se forcer à faire en sorte que les jeunes s'intéressent à tout. Justement, je pense que cette optique a un peu participé au rejet des médias, d'une certaine façon, où peut-être que les médias, et je m'inclus dedans avec Vice, on a peut-être essayé trop de dire regardez, il faut s'intéresser à ça, c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Et peut-être que certains ont dit bah non, j'ai pas envie, tout simplement, je trouve ça chiant. Et donc, il ne faut pas forcément se dire que nous, on sait ce qui est intéressant et les autres doivent suivre. Je pense que si on part dans cette démarche, on fait fuir beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, et on va un peu
continuer un peu à alimenter malheureusement cette défiance envers des médias. On l'a bien vu aux dernières présidentielles, où voilà, ça a été le sujet. Évidemment, le sujet était important pour beaucoup de Français, mais peut-être qu'on a trop forcé pour certaines parts d'audience à essayer de leur dire il faut s'intéresser à ça, il faut parler de ça, c'est hyper important. Et il y a d'autres choses aussi qui sont très importantes. Donc, je pense que on n'a pas besoin d'en arriver là. Il faut éviter de forcer les gens à s'intéresser. Je pense que les choses viennent d'elles-mêmes en fait. Par exemple, nous chez Vice, on part du principe que si on parle d'un sujet, qu'on prend du plaisir à le faire, que ça nous intéresse déjà nous et qu'on est hyper heureux de parler de ça, on a fait le boulot à 80% en fait. Et ça se ressent après dans l'article que la personne vraiment est passionnée par ce qu'elle raconte et le lecteur va le sentir et le lecteur va s'y intéresser en fait. Mais si on part du principe qu'on est un peu au-dessus de tout le monde, que voilà, il faut s'intéresser à ça parce que c'est le sujet du moment, parce que c'est ça qui va vous toucher. Voilà, si on parlait de fiscalité à des gens de 16 ans, je pense qu'ils refuseront de grandir à tout prix. Ça va ils vont partir, je pense. Donc, et je pense pas que ça apporterait grand-chose. Je pense qu'il faut chaque chose en son temps en fait. Il y a des sujets voilà, on peut avoir des jeunes de 16 ans qui vont s'intéresser à la physique quantique. Voilà, après. Ça ne veut pas dire qu'on doit les forcer à s'intéresser à tout, qu'on doit les forcer à parler de politique. Voilà, c'est des choses qui peut-être les toucheront plus tard et qui peut-être les toucheront même qu'à 50, 60, 70 ans. Donc je pense qu'il faut laisser un peu les gens libres aussi de s'intéresser à ce qu'ils veulent et pas forcer tout le monde à lire la une du Monde s'ils n'en ont pas envie. Malheureusement, c'est comme ça. Et ça ne veut pas dire que ces gens-là sont bêtes ou qu'ils sont simplement passionnés par touche pas à mon poste, en fait, par exemple. Voilà, il y a un entre-deux, je pense, et il faut le comprendre là-dessus. Rémi Buzine, Edmond Espanel, est-ce que vous partagez cette vision ? C'est-à-dire que sur certains sujets, il ne faut pas forcer, quitte à les laisser de côté et peut-être à appauvrir l'actualité ? Alors nous, c'est pas du tout notre approche, parce qu'effectivement, comme on fait un quotidien, on doit traiter des informations qui comptent, qui ont du sens, qui vont avoir de l'importance encore demain et après-demain. Et effectivement, on ne peut pas se poser la question est-ce que ça va intéresser ou pas nos lecteurs ? Hier, on a fait notre sujet Tout s'explique sur la situation de Saad Hariri et la situation au Liban. Effectivement, est-ce qu'on doit se poser la question que nos lecteurs se posent, c'est qu'est-ce qui se passe au Liban, qui est une charnière géopolitique en contact avec la Syrie, avec l'implication du Hezbollah, avec le rôle de l'Iran, avec la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et avec la position d'Israël. Non, nous on pense que ce qui se passe au Liban aujourd'hui, c'est important, c'est le sujet de une, et c'est un travail journalistique d'offre. Donc après, chaque individu est libre de consommer tel ou tel média et de se dire moi j'ai pas envie d'avoir l'information politique, générale, économique et internationale. Mais effectivement, nous, l'offre qu'on amène, c'est de dire j'ai l'essentiel de l'actualité du jour qui compte. Et donc oui, la semaine dernière, on a traité de la taxe de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises qui remplace la taxe sur la dividende qu'on a expliqué en 3 questions. Ça a peut-être pas forcément passionné certains de nos lecteurs, mais ça nous paraissait important parce que 10 milliards d'euros, dont 5 milliards qui sont pris en charge par cette nouvelle contribution exceptionnelle et 5 milliards par le budget de l'État, donc par l'ensemble des contribuables, ça c'est un sujet qui a suffisamment d'importance pour qu'on se dise c'est peut-être chiant, c'est de la fiscalité, mais non, c'est important, donc on le traite. Alors, même question, Rémi Buzine, comment est-ce que vous choisissez vos sujets ? Est-ce que vous choisissez des sujets en fonction de l'idée que vous en avez ? Est-ce que ça va plaire aux jeunes ou pas ? Ou est-ce que vous ne vous interdisez rien ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Alors on ne s'interdit rien, il ne faut pas se dire forcément ce sujet va faire moins de vues parce qu'il est moins intéressant, donc on ne le traite pas. On essaie justement de traiter le maximum de sujets en rapport avec l'actualité et aussi au-delà. Donc nous on a une conférence de rédaction chaque matin. Là pour le coup c'est vrai qu'on fait tout le temps comparaison aux médias traditionnels, nouveaux médias. On fonctionne aussi de la même façon avec une conférence de rédaction chaque matin où on va parler de différents sujets. Donc non, on ne s'interdit rien, bien au contraire. On a parfois parlé de sujets très techniques durant la campagne présidentielle pour expliquer les mesures justement, les mesures des candidats. Par exemple, qu'est-ce que le revenu universel ? Est-ce que c'est forcément la vidéo qui va faire le plus de vues ? Non. Mais éditorialement, elle est très intéressante parce qu'elle faisait partie des propositions phares de cette campagne
mais qui demandait aussi des explications. Donc on parle à un public jeune justement qui a parfois qui n'a pas encore toutes les connaissances sur tous ces sujets politiques, etc. Donc justement, on a aussi une importance sur le point de vue pédagogique d'expliquer certaines choses qui peuvent parfois être sur des sujets compliqués, qui ne sont pas forcément les plus passionnants du monde, mais qui permettent, je pense, à ceux qui ont regardé cette vidéo d'avoir appris certaines choses après l'avoir regardée. Donc vous ne vous sentez pas tenu de vous adapter aux exigences de ce public particulier? On respecte certaines exigences, bien sûr. Enfin, il y a certains sujets qui marchent mieux que d'autres, mais il ne faut rien s'interdire non plus. Il ne faut pas dire on ne traite pas ces sujets-là parce que ça marchera moins. Au contraire, il faut essayer d'avoir une ligne éditoriale qui soit assez ouverte, avec on peut traiter le maximum de sujets. Donc c'est un juste milieu à trouver, quoi. Se fermer parce qu'on ferait moins de vues, ce serait, je pense, dommage d'un point de vue éditorial. Moi, par exemple, j'ai plusieurs lives que j'ai pu faire qui ont fait des scores de vues qui étaient bien au-dessous de certains, mais je considérais qu'éditorialement, on avait réussi à avoir de bons intervenants, on avait réussi à apporter, je pense, des clés pour mieux comprendre certaines choses, et donc on en était très fiers. Donc il ne faut pas simplement se fier à des compteurs d'intérêt, de vues, sinon c'est un peu compliqué sur le plan éditorial. Vous évoquiez tout à l'heure, Paul Douarn, les médias traditionnels et leur désaffection vis-à-vis des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris de la consommation médiatique chez les jeunes aujourd'hui? Je ne vais pas me permettre de dire aux médias traditionnels ce qu'ils n'ont pas compris, ce serait un peu présomptueux de ma part. Je pense qu'il y a eu un changement d'outils que peut-être certains ont mis du temps à accepter. Par exemple, les réseaux sociaux, peut-être accepter aussi qu'aujourd'hui, la moitié des gens ou les 3/4 vont consulter sur mobile. Je pense qu'il y a peut-être des médias importants qui ont mis plus de temps que d'autres à prendre ce virage-là. Peut-être aussi que ce n'était pas leur cible d'historique, donc forcément, ça ne leur a pas paru aussi évident que des médias plus récents. Je pense que déjà, il y a de ça. Ensuite, je pense quand même que la politique dans les médias traditionnels est quand même très présente, forcément. D'ailleurs, par exemple, sur Vice, on en traite peu. Non pas parce que ça ne nous intéresse pas, mais parce qu'on estime qu'on a moins la capacité de le faire que les autres, ou du moins que les médias traditionnels le font très bien, et que du coup, on ne va pas forcément chercher à se battre là-dessus, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gros médias qui parlent de politique et qui le font très bien. Mais le revers de la médaille, c'est que par exemple, en période d'élection, je pense qu'aller sur Le Monde, sur Le Figaro, pour des gens qui peut-être avaient envie de lire autre chose, ça a pu les repousser parce qu'effectivement, 90% des articles ne parlaient que de ça. Donc c'est légitime parce que c'était important, c'était une élection très importante, surtout au second tour. Maintenant, je pense que c'est un peu le revers de la médaille pour certains médias. Il y a eu le choix de vraiment parler beaucoup de politique. D'avoir vraiment des rédactions entières qui s'occupent de ça. Ça peut faire fuir un public jeune qui va pas se sentir d'attaque ou va se sentir un peu noyé sous cette information, et peut-être qu'ils prennent pas assez la main de publics un peu plus novices sur le thème, en fait. Parce que c'est un sujet en plus en tout cas moi, quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, à la fac, dont on parlait pas du tout. La politique, c'était un truc, on en parlait chez soi avec ses amis, avec sa famille, et du coup, quand on va sur ce type de médias, je pense qu'on peut se sentir noyé, en fait. Ou peut-être l'impression d'arriver en cours de chemin et de ne pas comprendre ce qui se dit, ou de ne pas se sentir concerné aussi. Évidemment, aujourd'hui, les élections, on parle beaucoup de la jeunesse doit s'engager, la jeunesse doit voter. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment, et qu'à ce niveau-là, peut-être des gros médias ont eu du mal justement à penser à cette jeunesse. Et de l'autre côté, cette jeunesse peut-être avait du mal à se sentir incarnée dans l'image qu'elle se fait des journalistes, qui est sans doute fausse, mais peut-être qu'elle a une image du journaliste traditionnel, de l'âge de leurs parents, qui est dans sa tour d'ivoire à Paris, et sans doute une image évidemment fausse, mais qui un peu creuse l'écart entre peut-être une jeunesse et des médias traditionnels, en fait. Et à l'inverse, d'autres médias peut-être plus récents ont essayé de se rapprocher de ces gens-là, en fait. Après, il suffit pas c'est pas parce qu'on a une rédaction jeune qu'on parle mieux aux jeunes, mais voilà, ça
ça peut y participer. Et quand je parle justement de Vice, parfois de prendre la première personne, de sortir des expériences personnelles aussi dans un article, d'une part, ça peut être, nous on estime que ça peut être très intéressant, si c'est pertinent évidemment, et aussi ça peut nous humaniser presque un peu, ce qui manquait peut-être pour certaines rédactions de grands médias qui font un excellent travail évidemment, mais dans l'image de certains jeunes un peu partout en France, peut-être qu'ils les perçoivent un peu trop dans leur coin, trop déconnectés de certaines réalités. Donc là encore, c'est une image, c'est à tort ou à raison. Cette image est sans doute évidemment un peu fausse de ce qui se passe réellement. Mais je pense qu'ils ont eu du mal à parler à un public jeune à cause de ça, en fait. De l'image en elle-même du média traditionnel. Alors, Rémi Buzine et Edmond Espanel, est-ce que justement vous essayez de créer aussi également cette interaction? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple que vos lecteurs puissent vous demander de vous intéresser à tel ou tel sujet? Est-ce que c'est envisageable? Alors nous, on les implique directement dans le sujet, en quelque sorte. Dans les lives, par exemple, la construction du live se fait avec une grande partie d'interaction. Quand on fait l'interview d'un politique, moi, le politique est juste en face de moi, on a le trépied ici, on a le téléphone qui est là, on a les commentaires qui remontent en direct. Donc on a des tendances, des sujets qui veulent être évoqués. Ça, on les prend en compte. On est sur une ordre d'interaction de 20 à 25%. On va prendre en considération aussi, par exemple, sur des lives dans des manifestations. Par exemple, quelqu'un va vous demander, faites un 360 degrés pour nous montrer la mobilisation. Quels sont les slogans du jour? Quelles sont les politiques du jour? Du coup, c'est vraiment une interaction directe où on implique les personnes à nous poser même des questions sur ce qu'on voit, sur ce qu'on a vu, sur qui est là, l'ambiance, etc. Donc l'interaction, au contraire, on la prend vraiment en compte d'une façon très très importante. On est sur les réseaux sociaux, donc ce serait quand même malheureux de ne pas établir ce lien entre médias et le public qui justement peut commenter. Nous, quand on poste un sujet, on a aussi les commentaires en temps réel des internautes, leur avis sur le sujet. On peut aussi parfois avoir des critiques constructives, positives, négatives, et ça nous permet toujours de faire mieux. Je pense qu'en l'espace d'un an, Brut a beaucoup évolué grâce à ce lien qu'on a avec le public qui nous suit. Grâce aussi à toutes les personnes qui parfois peuvent nous suggérer des sujets qui peuvent parfois être évoqués en conférence de rédaction. La construction d'un média, c'est aussi d'écouter ceux qui nous regardent. Et comme on a cette chance d'avoir ces commentaires soit en temps réel sur le live, soit a posteriori quand on poste une vidéo, eh bien on les prend en compte du mieux possible pour s'intéresser à certains sujets qui remontent des commentaires de ceux qui suivent Brut au quotidien. Ce besoin d'interaction, est-ce que vous le ressentez également, Edmond Espanel? Alors nous, on le ressent et puis on essaie de le pratiquer. On le pratique à deux niveaux. D'abord d'un point de vue éditorial, parce que le sujet de Brief Me Weekend, qui est un sujet approfondi, où on revient au début, d'où vient tel phénomène, on essaie de l'expliquer en profondeur. Chaque mardi, on demande à nos lecteurs de voter parmi 3 propositions qu'on leur soumet. Et donc on a plusieurs milliers de votants chaque semaine et on traite le sujet qui a obtenu le plus de voix. Donc pour nous, c'est très important de mettre le lecteur assez au centre d'une partie de l'offre éditoriale. Et le deuxième point, c'est que l'email, en fait, c'est un média conversationnel, c'est-à-dire qu'il suffit juste de faire répondre. Et on fait répondre, on rajoute un petit texte et ça arrive directement à l'équipe de Brief Me. On répond à tous les messages, on reçoit plusieurs dizaines de messages par jour qu'on traite avec des compliments, des critiques, des remarques, des suggestions de sujets et qui nous permettent de nous remettre en question, de revoir la façon dont on peut traiter tel ou tel sujet. Donc oui, on est en lien direct avec cette audience-là et puis on fait, comme tous les médias, des réunions régulières avec nos lecteurs pour échanger avec eux sur leurs attentes, leurs critiques et nos axes d'évolution. Mais on est dans une dynamique d'offre, mais en même temps, on doit construire ça avec les lecteurs. Et dès le départ dans Brief Me, il y a eu cette volonté de co-construire avec les lecteurs, parce qu'il y a une phase de test où, en gros, tous les jours, il y avait 1000 bêta-testeurs, en gros, ils répondaient, ils disaient ouais ça j'ai aimé, non faudrait changer le titre, on pourrait faire un peu plus court, un peu plus long. Ça nous a aidé à construire ce qui est Brief Me aujourd'hui. Donc vraiment c'est très important pour nous d'être au contact avec les lecteurs parce qu'on est sur un modèle d'abonnement. Donc notre seul objectif c'est la satisfaction du lecteur parce que le lecteur il paye. Donc s'il n'est pas content, il se casse. C'est assez simple, donc il faut que la promesse, qui est une promesse d'information quotidienne, de qualité, sourcée, vérifiée, hiérarchisée, qui se lit en quelques minutes sans pub,
elle soit là et elle tienne tous les jours. On sort 320 éditions par an, on doit être à la hauteur pendant 320 éditions, et donc ça nous amène cette dynamique d'être toujours au contact avec eux. Merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, on va regarder s'il y a des questions dans la salle. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Rémi Buzine de Brut, pour Paul Duard du Discover de Snapchat, ou pour Edmond Espanel de Brief.me? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été avec nous.